Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a retrouvé notre horaire habituel, permet de déjeuner plus tranquillement. L'étau se resserre, d'abord sur moi, puisque nous abordons la dernière séance de cette série de cours. Alors heureusement, c'est pratique, je ne me sens pas tenu de conclure, puisque j'ai annoncé dès la première séance que je poursuivrai l'an prochain cette enquête sur les charlatans. Succès du charlatanisme. Bon, mais, alors, vous vous souvenez, néanmoins, tout avait commencé triomphalement pour lors de la première séance pour les philosophes. Et c'est sur eux que l'étau, en réalité, se resserre. Vous vous en souvenez, j'étais parti de cette phrase altière de Condorcet, « Toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans ». C'était mon point de départ, le point de départ de cette enquête, de cette réflexion sur le vocabulaire du charlatan au XVIIIe siècle. Et dans cette phrase de Condorcet, j'avais proposé de voir au fond une sorte de profession de foi des Lumières, la dramaturgie d'un combat sans merci entre d'un côté les savants et les philosophes, appuyés sur la raison, désintéressés, désireux seulement d'éclairer le public pour émanciper les citoyens, et de l'autre, des démagogues, imposteurs, faux savants, affairés, eux, à tromper le peuple pour mieux le dominer ou s'enrichir. C'était beau, c'était peut-être trop beau, et d'une certaine manière, je peux dire que tout ce cours a visé à dénaturaliser l'évidence de cette image un peu manichéenne de l'autorité savante dont le charlatan serait l'envers maléfique. Alors, si je fais ça, évidemment, vous le comprenez bien, ce n'est pas pour faire l'apologie du charlatanisme, bien sûr, ni pour miner les prétentions légitimes de la science à tenir un discours vrai. Non, c'est plutôt pour étudier les ambivalences de l'idée même d'autorité savante lorsque la raison prétend exclure certaines idées, certains auteurs, certaines pratiques du champ légitime de la discussion. Car, au fond, si on y réfléchit, l'accusation de charlatanisme, elle sert précisément à cela. Elle sert à récuser le fait que l'accusé de charlatanisme, soit un interlocuteur avec lequel on peut argumenter, un partenaire dans la recherche de la vérité. Le charlatan est à la fois un imposteur et une menace. Il ne se trompe pas, il trompe les autres. Et donc, on ne cherche pas à le convaincre, on cherche à le démasquer. Or, il arrive que chacun soit convaincu d'être le seul à dire la vérité, ou en tout cas le prétende, et accuse tous les autres d'être eux-mêmes des charlatans. Comme figure polémique, on l'a déjà aperçu, l'accusation de charlatanisme est facilement réversible. Et pour comprendre cette puissance polémique de la comparaison, avec du philosophe au charlatan ou du savant au charlatan, et pour comprendre le trouble qu'elle suscite, il fallait en revenir au terrain sur lequel l'accusation a pris naissance, et c'est pourquoi je vous ai proposé un long détour par l'histoire de la médecine à travers la figure ambivalente du médecin empirique et de ses liens avec le comédien ambulant. Et nous avons constaté que la dénonciation de l'empirique, puis du charlatan comme des soignants illégitimes, incompétents, dangereux, était en fait un thème ancien, un thème persistant, aux mains des médecins diplômés de la faculté ou des corporations de chirurgiens, et plus tard des médecins réformateurs des Lumières, comme Samuel Tissot, sur lequel je m'étais arrêté. Mais nous avons vu aussi que cette apparente opposition est moins évidente qu'il n'y paraissait à première vue, car les empiriques étaient parfois aussi compétents, ou disons plutôt pas moins incompétents, que les médecins universitaires.
D'ailleurs, les autorités, et nous l'avons vu à plusieurs reprises, autorisaient tacitement l'activité des charlatans et approuvaient même parfois officiellement des remèdes secrets qui pouvaient contribuer au progrès de la pharmacopée, conscients qu'étaient les autorités que de toute façon le peuple a besoin de soignants qui, à défaut de les guérir véritablement, du moins les rassurent et les réconfortent. Alors cette incertitude que j'oppose au fond à l'assurance militante de Condorcet, cette incertitude, eh bien, on la trouve par exemple chez Denis Diderot dans un texte que je n'avais pas encore cité, je l'ai découvert récemment, qui est un passage du plan d'une université pour le gouvernement de Russie, qui est un texte que Diderot rédige à l'attention de Catherine II, et dans lequel, après avoir évoqué le manque d'audace et de liberté des docteurs de la faculté de médecine, il réfléchit à la mise en place dans l'université d'une faculté de médecine, donc il dit, mais en fait, le problème, c'est que les médecins de la faculté de médecine, par exemple à Paris, ils sont obligés de suivre presque aveuglément les autorités anciennes et les pratiques, les traditions thérapeutiques. Et il ajoute cette phrase, « J'ai quelquefois pensé que les charlatans qui habitent les faubourgs des grandes villes n'étaient pas si pernicieux qu'on le supposait. C'est l'empirisme qui a donné naissance à la médecine, et elle n'a de vrais progrès à attendre que de l'empirisme. » Alors on retrouve toute l'ambiguïté du terme même d'empirique, utilisé, je le rappelle, dans le cadre médical pour désigner les charlatans. Le terme est censé disqualifier ceux qui manquent de connaissances savantes et théoriques, mais il se heurte à la nouvelle épistémologie des Lumières qui met en avant justement l'expérience contre le dogmatisme. C'est une tension que les médecins à la fin du Moyen-Âge avaient déjà rencontrée, mais qui devient d'autant plus vive que l'esprit critique à l'égard de toutes les autorités doctrinales est désormais promu en vertu intellectuelle. Puis, dès lors que la critique du charlatanisme sort du domaine de la santé pour s'élargir à l'ensemble des domaines du savoir au XVIIIe siècle, elle remplit une double fonction. D'une part, elle sert à dénoncer les prétentions des charlatans au nom de la science, donc à dénoncer au nom de la science les prétentions du charlatan, et à rappeler que celle-ci, la science, fonctionne selon des règles précises, et notamment l'évaluation collective, la publicité du savoir et la régulation par les institutions, que celles-ci soient les universités, les journaux savants ou encore les académies. Mais d'autre part, et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, elle conduit aussi, cette accusation, à remettre en cause les pratiques scientifiques elles-mêmes. Les érudits sont tous des charlatans en puissance dès lors qu'ils cherchent à se mettre en avant, à affirmer leur autorité, à vanter leurs résultats et à s'adresser à un public plus large. Le thème de la charlatanerie des savants sert à moraliser la République des lettres, à naturaliser les normes scientifiques et éthiques, mais elle conduit potentiellement à brouiller les frontières, d'autant que la science évolue, que les savants eux-mêmes sont parfois divisés, que les découvertes les plus importantes peuvent se faire en dehors du champ balisé des savoirs. Certains médecins bénéficiant de titres officiels basculent dans les pratiques illicites ou contestées, et à l'inverse, un charlatan comme Ledru, dit Comus, célèbre pour ses tours de magie et ses expériences de physique amusantes sur les boulevards, vous vous en souvenez, finit sa carrière en médecin reconnu, pionnier de l'électricité médicale. Et donc, au fond, nous en sommes là, et aujourd'hui, je voudrais boucler cette boucle en proposant un portrait du philosophe lui-même en charlatan. Philosophe, donc renversement, si vous voulez, presque complet du point de départ. Philosophe, vous vous en souvenez, vous le savez, c'est un terme polysémique au XVIIIe siècle, puisqu'il désigne classiquement celui qui étudie et enseigne la philosophie en tant que discipline savante, mais il est aussi devenu au XVIIIe siècle le nom de ralliement pour tous ceux qui se reconnaissent dans les idées nouvelles, dans les combats de Voltaire, dans le projet encyclopédique.
c'est-à-dire ceux que leurs adversaires, d'ailleurs, dénoncent comme le parti philosophique ou le parti des philosophes. Alors, pour comprendre comment ces philosophes se trouvent à leur tour accusés de charlatanisme, eh bien, on peut repartir d'un des acquis de cette série de cours. Le fait que le reproche de charlatanisme est fondamentalement lié à la dimension commerciale, lucrative et même vénale de la pratique médicale et par extension de l'activité intellectuelle. Mencken, dans sa charlatanerie des savants, s'inquiétait tout particulièrement de la multiplication des livres, des stratégies des libraires imprimeurs et de l'ambition des auteurs à la recherche du succès éditorial et de la célébrité. Alors, cette critique, elle est liée bien sûr à la révolution médiatique du XVIIIe siècle, à l'émergence de nouveaux publics, à la constitution d'un véritable marché de l'imprimerie, et même à la fin du siècle, au début du capitalisme éditorial, dont la grande figure est Charles Sponkook. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on le sait grâce aux travaux de Robert Darnton, a été une affaire de gros sous, une entreprise commerciale autant qu'intellectuelle, un business des Lumières, pour parler comme Robert Darnton. Mais il en va du projet même des Lumières, c'est-à-dire de la volonté de rendre la philosophie populaire, de diffuser le savoir, de propager la connaissance, bien au-delà du monde restreint de la République des lettres. Dès lors, il était impératif de s'adresser à d'autres lectrices et lecteurs, et donc de privilégier d'autres supports, non plus le traité érudit en latin ou l'article savant, mais des livres plus courts, plus faciles à lire, qui n'hésitent pas à simplifier les enjeux, à supprimer les détails inutiles, à élargir la sphère des Lumières, comme disait Diderot, ou encore à vulgariser les progrès scientifiques, comme nous dirions aujourd'hui. Pensez par exemple à Voltaire. Voltaire écrivant les éléments de la philosophie de Newton, dans le but, nous en avions parlé l'an dernier, de permettre à tout un chacun de s'approprier, sous une forme accessible, les nouvelles connaissances scientifiques, suivant le principe selon lequel, je cite Voltaire, « la science est un bien qui appartient à tout le monde ». Le mouvement avait commencé dès la fin du XVIIe siècle, notamment avec ce grand succès que furent les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fontenelle, parus en 1686, dans lesquels le narrateur explique la philosophie cartésienne et l'astronomie à une marquise dans des termes simples et même parfois galants, en faisant appel à sa curiosité, à son bon sens, mais aussi à sa faculté d'émerveillement et à son imagination, puisque Fontenelle ne reculait pas devant la fiction. Comme l'écrit Christophe Martin dans un livre récent consacré justement à Fontenelle, je cite, « La fiction peut être conçue comme le moyen que les Lumières se sont donné pour ouvrir le champ des possibles, imaginer l'inconnu ou le non-existant et inviter à concevoir une vie possible qui dépasse l'observé. » Au milieu du XVIIIe siècle, la multiplication des dialogues, des contes, des fables, mais aussi des dictionnaires, des encyclopédies, des précis, posait la question du rapport entre le savoir scientifique spécialisé et cette vaste entreprise de diffusion publique de la connaissance. La question posée était alors celle, au fond, on pourrait dire, de la littérarisation de la science et de la philosophie, et donc de ce que l'on peut appeler le style philosophique. Était-ce une bonne chose que des écrivains talentueux, éloquents et spirituels se saisissent des débats scientifiques contemporains, mais aussi de l'écriture de l'histoire, des controverses théologiques et de la philosophie morale, pour les rendre accessibles au plus grand nombre? Cette ambition, je viens de le rappeler, était au cœur du projet même de l'encyclopédie et plus largement des Lumières. Mais si on regarde les choses depuis un autre haut lieu du savoir éclairé, qui était par exemple l'Académie des sciences de Berlin, dans les années 1760, eh bien, cela n'allait pas tout à fait de soi. Je rappelle que l'Académie des sciences de Berlin était fondée en 1700, mais surtout réorganisée en 1746 par Frédéric II, grâce à l'aide de plusieurs savants français, comme Maupertuis,
Elle a pris alors le nom d'Académie des sciences et des belles-lettres. Elle réunissait les mathématiques, les sciences de la nature, l'histoire, la littérature. La classe des belles-lettres était particulièrement dominée par des auteurs francophones, souvent d'ailleurs en fait des Allemands descendants de huguenots français réfugiés après la révocation de l'édit de Nantes, d'autant que les publications de l'Académie de Berlin se faisaient en français, qui était, vous le savez, la langue internationale du savoir, comme le latin l'avait été jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Si bien que les débats de l'Académie de Berlin, et notamment des belles-lettres, la section des belles-lettres, étaient fortement tournés vers la vie intellectuelle française. Et en 1767, justement, un vif débat qui portait sur la question de l'écriture littéraire des sciences, des savoirs, agita l'Académie. Paul Jérémy Bitobe, c'est pas lui, mais là vous avez l'Académie des sciences, le bâtiment de l'Académie des sciences de Berlin. Paul Jérémy Bitobe, qui était né à Königsberg et qui descendait de Huguenot, qui est un poète, traducteur d'Homère, donna un grand discours officiel intitulé « De l'influence des belles-lettres sur la philosophie », dans lequel il défendait l'élargissement du savoir grâce au pouvoir de la littérature, ce qui était justement à ses yeux un des acquis principaux des Lumières françaises. Un autre participant au débat, le naturaliste Johann Heinrich Lambert, qui était un des plus importants savants berlinois de l'époque, se montra, lui, beaucoup plus circonspect. Il considérait que l'utilisation d'un style trop littéraire risquait de nuire à la rigueur du savoir scientifique. Il opposait la philosophie et la science, qui devaient d'abord reposer sur une méthode précise, sur des discussions entre spécialistes, et ce qu'il appelait par ailleurs le bel esprit, qui relevait d'un style différent, léger, charmant, séducteur, à destination de ce qu'on appelait à l'époque le public vulgaire, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui le grand public. Le bel esprit, et l'expression était très présente au XVIIIe siècle, le bel esprit, c'était le style des salons parisiens qu'il était nécessaire d'adopter pour plaire au public de la bonne société et aux femmes du monde. Rien de trop compliqué ni d'ennuyeux, des idées simples, quelques bons mots. Le critique le plus sévère de ce bel esprit appliqué aux sciences fut le secrétaire de l'Académie des sciences lui-même, enfin de l'Académie de Berlin lui-même, Samuel Formé, que vous avez là, cette fois c'est lui, donc un personnage tout à fait passionnant. Lui aussi était un savant allemand, né à Berlin dans une famille de protestants d'origine française, et il fut un protagoniste actif de la République des lettres. Il était un grand admirateur de Christian Wolff, la grande figure des Lumières allemandes de la première moitié du XVIIIe siècle. Formé donc était un membre éminent de la République des lettres. Il avait contribué à l'encyclopédie, mais il s'éloignait dans les années 1760. C'est un moment où justement il s'éloignait progressivement des encyclopédistes et des philosophes parisiens, à la fois parce qu'il les trouvait trop audacieux sur le plan religieux, il trouvait que quand même ils allaient vraiment trop loin, et surtout, et c'est peut-être encore plus important, parce qu'il pensait que les académies devaient rester des lieux d'érudition et de savoir. Et il fustigeait les demi-savants trop pressés de publier et de plaire à un public d'amateurs. Il n'aimait guère que les philosophes prétendent vivre, comme ils le disaient eux, dans un siècle éclairé. Et à ses yeux, c'était d'une part faire preuve d'un orgueil mal placé, mais surtout peu justifié. Pour sa part, il préférait parler d'un siècle du demi-savoir. Et en janvier 1767, il prononça un discours dans lequel il s'en prenait justement aux abus de ce demi-savoir. Je le cite. « Lisez les écrits, n'en lisez que les titres. Vous verrez qu'au lieu d'un petit nombre d'hommes, de vrais savants qui seraient le sel de la terre, celle-ci est recouverte de légions de demi-savants qui ne sont pas même dignes d'en être le fumier. Tout regorge d'essais, d'examens, de recherches, dissertations et traités. Les presses soupirent, le papier est cher, et le savoir diminue à proportion de ses progrès. Il s'exile, donc le savoir, il s'exile dans le cabinet de quelques adeptes qui ne s'empressent pas de l'exposer à la lumière du jour, car ils connaissent et méprisent la frivolité du siècle. »
Alors, on peut bien sûr ne voir dans ces critiques que l'expression d'un discours classiquement conservateur qui regrette que la diffusion du savoir s'accompagne d'une déperdition de contenu et se perde dans la frivolité superficielle de productions éphémères. C'est un vieux débat qui ressurgit périodiquement, et encore aujourd'hui bien sûr. Faut-il valoriser le savant qui travaille dur et publie peu, qui ne sacrifie jamais aux attentes du public, ou au contraire celui qui écrit pour son temps et cherche à démocratiser le savoir, quitte à simplifier les enjeux et à perdre en précision. Les premiers sont accusés d'être des érudits poussiéreux et inutiles, enfermés dans leur bibliothèque et leur cabinet, les seconds de rechercher une vaine célébrité à base de vulgarisation facile, voire de n'être que des charlatans vendant au public un savoir incertain, peut-être même falsifié. Dès lors que les savants sortent de la République des lettres, de l'entre-soi de la science et de l'érudition pour s'adresser à un public plus large en l'encourageant à penser par lui-même et à s'instruire, eh bien, la tension devient inéluctable entre deux figures du savant, ou peut-être plus probablement et plus justement entre deux exigences contradictoires qui s'adressent à chaque savant. En mentionnant les titres des productions, Formet visait les stratégies éditoriales de ces demi-savants. Mais au-delà, c'est le recours des philosophes donc à des stratégies littéraires afin de capter, peut-être même de captiver l'attention des lecteurs et du public qui suscite les critiques. De fait, comme je l'ai dit un instant, la philosophie des Lumières, c'est une de ses spécificités, est foncièrement littéraire. Elle prend la forme de dialogues, de romans, de fables, de contes. Et cette dimension, vous le savez d'ailleurs, a joué longtemps contre la reconnaissance de la dignité proprement philosophique d'auteurs comme Diderot et Voltaire par l'histoire de la philosophie, lorsque celle-ci, à partir du XIXe siècle, va à nouveau au fond, on pourrait dire, se reprofessionnaliser. Or, de leur temps déjà, les philosophes du XVIIIe siècle, ces philosophes, justement, qui sont à la fois des philosophes au sens professionnel et savant du terme, et des philosophes au sens, on dirait aujourd'hui, d'intellectuels engagés, eh bien, ils étaient déjà attaqués sur ce point. Les adversaires de Voltaire, notamment, ne se sont pas privés de l'accuser d'avoir simplifié excessivement des matières ardues qu'il ne maîtrisait pas, qu'il s'agisse d'histoire, de physiologie, de physique ou de théologie, d'avoir utilisé les séductions de son style brillant au service de causes idéologiques et de n'être au fond qu'un philosophe charlatan. Ainsi, Clément, un des principaux adversaires des philosophes, s'adresse directement à lui dans un de ses poèmes satiriques, Satire sur la fausse philosophie. Il lui écrit ceci: « Toi, Voltaire, entassant volume sur volume, jamais rien d'achevé n'est sorti de ta plume, et tu sais travestir par ton art charlatan l'épopée en histoire et l'histoire en roman. » Charlatan rimé avec roman, et ce n'est pas anodin, puisque le charlatan, au fond, c'est celui qui se prétend philosophe, historien, savant, et qui, en réalité, n'écrit que des romans, c'est-à-dire des fictions et des fictions trompeuses. La critique, parfois, vient des philosophes eux-mêmes. Condorcet, par exemple, ne cesse de dénoncer dans sa correspondance avec son amie Amélie Suard, en 1788, le charlatanisme d'un épouvantable phraseur, comme il l'appelle, et qui est, à votre avis, cet épouvantable phraseur, qui est vraiment l'incarnation du charlatan pour Condorcet exaspéré en 1788, eh bien, c'est Buffon. Buffon, qui était un des savants les plus admirés de son époque, de son siècle, qui a régné sur le Jardin du Roi, l'auteur d'une magistrale histoire naturelle, eh bien, il venait de mourir, et le pauvre Condorcet, qui était le secrétaire de l'Académie des sciences, il devait rédiger son éloge. Alors, il est obligé de tout relire, et il n'en peut plus.
il n'en peut plus, et ce qu'il avait toujours agacé, maintenant lui saute aux yeux. Pour lui, Buffon est avant tout un littérateur. Son style est beaucoup plus éloquent que sa pensée n'est solide, et la force de son histoire naturelle tient à la séduction littéraire qu'elle exerce, beaucoup plus qu'à ses idées. Pour Condorcet, Buffon n'a, je le cite, que la charlatanerie du génie. Autant dire qu'il a surtout le génie de la charlatanerie. C'est-à-dire que ce génie qu'il arbore n'est justement qu'un effet de la fiction, qu'un effet de son style. C'est en ça qu'il est charlatan. De fait, la question rhétorique est essentielle dans tous les débats sur le charlatanisme, comme l'a bien remarqué l'historien de la philosophie Danilo Bilaté. Les philosophes, à leur tour, reprochent aux faiseurs de systèmes de se complaire dans un style obscur, inaccessible aux profanes, et dans un jargon incompréhensible, héritier de la scolastique. En aucun genre, les charlatans n'écrivent clairement, affirme Helvétius, au nom d'un idéal de simplicité, tandis que Germaine de Staël dénonce le charlatanisme des formes abstraites, ce discours métaphysique, abscon, allié de la superstition. Vous voyez, inversion complète. Cette fois, le charlatan, ce n'est pas celui qui écrit trop simplement pour plaire au public, c'est celui qui écrit des choses tellement compliquées que personne ne comprend rien et dit « Ah, ça doit être génial ». Bon, c'est peut-être le moraliste Vauvenargues qui résume le mieux l'esprit de cette contre-attaque des philosophes contre la critique des doctes, lorsqu'il affirme, je le cite, « Les esprits pesants, les sophistes, ne reconnaissent pas la philosophie lorsque l'éloquence la rend populaire et qu'elle ose peindre le vrai avec des traits fiers et hardis. Ils traitent de superficiel et de frivole cette splendeur d'expression qui emporte avec elle la preuve des grandes pensées. Ils veulent des définitions, des détails et des arguments. » Alors, vous voyez comment la critique est inversée. Ici, c'est l'éloquence et la simplicité qui sont la preuve du vrai, le goût de l'érudition et de l'argumentation est le péché des sophistes, c'est-à-dire des véritables charlatans, qui utilisent donc une langue pesante et alambiquée pour se réserver le savoir, pour en faire une sorte de monopole lié à cette érudition. Alors, il reste que la critique, par leurs adversaires de l'éloquence des philosophes et de leur charlatanisme, ne se réduit pas à attaquer leur séduction littéraire. Elle porte aussi, plus généralement, sur leur personne, leur enthousiasme, leur engagement, sur le désir de succès qui semble les rapprocher des charlatans. Alors, je reviens sur un texte que j'avais évoqué très rapidement il y a 3 semaines, mais je n'avais pas eu le temps de le commenter, ni même de le citer entièrement. C'est la critique du docteur Sacreton. Vous vous rappelez de notre ami le docteur Sacreton, le charlatan de Louis-Sébastien Mercier. Eh bien, alors je ne reviens pas sur le texte lui-même, mais la critique, je vous avais dit, je crois, en passant, qu'une critique était parue dans l'année littéraire, le journal créé par Élie Fréron, puis dirigé après sa mort par son fils Stanislas, un journal conservateur très hostile aux encyclopédistes. La recension est élogieuse. Le journaliste n'a pas reconnu l'auteur de la pièce. Il le félicite du réalisme avec lequel il a su rendre les tours et l'éloquence du charlatan. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il interprète la pièce comme une critique du charlatanisme littéraire et philosophique. Le charlatanisme qui, dit-il, abuse de la crédule ignorance du vulgaire. Et quel est l'exemple qu'il choisit pour illustrer ce charlatanisme? Eh bien, écoutez plutôt, ou lisons, « Un immense dictionnaire s'achève, semblable au magasin d'un théâtre, dans lequel on voit plusieurs habits d'arlequin auprès d'un manteau de pourpre. Cet ouvrage indigeste est étalé avec pompe dans la boutique encyclopédique. En dehors, sur un trépied, est le fripier en chef, qui harangue la multitude. Un enthousiasme factice anime tous ses discours. Il ne parle que par apostrophe, il ne gesticule que par convulsion. Sa tête chauve lui donne, j'aime pas du tout cette plaisanterie, sa tête chauve lui donne l'air d'un prophète inspiré. Son éloquence
Et dans ses poumons, il crie d'une voix de tonnerre « Entrez, messieurs, entrez, vous allez voir un chef-d'œuvre de l'esprit humain, l'évangile moderne, le livre par excellence. Jeune homme, prends et lis. » Et le public enchanté court en foule, troquer son argent contre une masse d'ennui. Alors vous avez reconnu bien sûr Diderot et l'encyclopédie, ce symbole de l'effort pédagogique des Lumières, considéré aujourd'hui comme un monument intellectuel du XVIIIe siècle, mais qui est présenté ici en 1780 par l'auteur de ce qui est quand même le grand journal littéraire de l'époque, un des principaux journaux littéraires de l'époque, présenté comme un spectacle de foire, une escroquerie vulgaire digne des boulevards. Et donc, de ce court passage satirique, vous voyez, on retrouve tout le répertoire du charlatanisme qui nous est maintenant familier. Le théâtre, les vêtements pompeux, les discours hyperboliques et véhéments, les intérêts commerciaux, vous voyez tout le vocabulaire, boutique, magasin, argent. La naïveté du public aussi, trompé par les fanfaronnades du vendeur. L'ironie de l'article va jusqu'à mettre dans la bouche du philosophe charlatan les mots qui ont décidé de la conversion de Saint-Augustin, prends et lis, tollé, légué, qui ont incité Augustin, il le raconte, dans ses confessions, à sortir de sa vie dissolue pour se tourner vers l'Évangile. Vous voyez que, d'abord, vous voyez que les philosophes n'ont pas le monopole de l'ironie, mais ici, l'imposture est complète, l'imposture dénoncée par le journalisme. Diderot prétend remplacer l'Évangile par l'encyclopédie, une vraie médecine par une fausse, une vérité salvatrice qui conduit vers la morale et la foi par une masse de mensonges qui ne conduisent qu'à l'ennui. Alors, évidemment, ce texte s'inscrit dans un contexte polémique qui est celui de l'anti-philosophie. Et on oublie parfois que si les philosophes des Lumières ont connu de nombreux succès, s'ils ont réussi à conquérir des places dans les académies, dans les salons, ils ont été aussi violemment attaqués, non seulement par les défenseurs de l'Église catholique et de la monarchie absolue, qui les accusaient de saper les fondements de la morale, mais aussi par de nombreux écrivains qui leur reprochaient de nuire au bon goût classique et d'exercer une domination abusive au sein du monde littéraire. Comme l'ont montré notamment Darin McMahon et Didier Massot, dans deux livres différents mais très proches, y compris en titre, le discours conservateur hostile aux Lumières n'est pas une conséquence de la Révolution. Il a commencé très tôt, dès le XVIIIe siècle, et a d'ailleurs contribué à faire des philosophes un groupe cohérent, ciblé par les attaques et les satires. Et parmi les reproches qui leur sont faits, inlassablement, l'accusation de charlatanisme revient. On la trouve par exemple dans un des textes qui est peut-être le plus célèbre de cette campagne anti-philosophique, qui s'appelle justement « Les philosophes », comédie donc de Charles Palissot, qui a été un succès de scandale en 1760 parce qu'elle mettait en scène les encyclopédistes comme de dangereux hypocrites, vivant aux dépens d'une maîtresse de maison éprise de bel esprit. Donc sur un canevas emprunté, vous l'avez reconnu, aux femmes savantes, Palissot ridiculisait ouvertement Diderot et Helvétius, représentés, on les reconnaît facilement sur scène, tandis que, et vous voyez la gravure à droite, le valet Crispin marchait à quatre pattes en mangeant de la salade pour, dit-il, imiter les principes de Jean-Jacques Rousseau. Vous voyez, on est dans la satire, le trait est épais. Bon, mais c'était très efficace, évidemment, les encyclopédistes et les philosophes étaient absolument furieux. Et les rares personnages raisonnables de la pièce, évidemment, n'étaient pas dupes des simagrées de ces philosophes. Dès la première scène, Marton, la servante lucide et narquoise, désigne les philosophes comme des charlatans adroits et flatteurs agréables, tandis que Damis, figure de l'honnête homme modéré et désintéressé, manifeste son mépris à l'égard de ces prétendus philosophes qui essayent de se faire passer pour des sages. Et il déclare « Je ne prends point pour tel, c'est-à-dire pour sage, je ne prends point pour tel un tas de charlatans qu'on voit sur les tréteaux ameuter les passants, qui mettent une enseigne à leur philosophie. De tous ces importants, ma raison se défie. » Et on retrouve ce même thème
chez bien d'autres auteurs. Par exemple, je pourrais faire une longue série de citations qui décrit comme ça les philosophes en charlatans sur leurs tréteaux vendant leur philosophie. Je vais prendre juste un exemple, quelques-uns, enfin deux, allez, j'en fais deux pour le prix d'un. Donc, par exemple, Linguet, dans un livre très polémique intitulé « Le fanatisme des philosophes », leur reproche d'abuser de ce qu'il appelle la science des mots pour faire valoir de prétendues découvertes dans le plus grand nombre, écrit-il, n'est qu'une pure charlatanerie. C'est intéressant parce que Palissot, comme Linguet, ne sont pas vraiment hostiles aux idées des philosophes, il leur arrive même d'être parfois même plus critiques et plus radicaux qu'eux. Il s'agit plutôt de controverses et de conflits internes au monde littéraire. La satire d'un groupe accusé, au fond, d'occuper et d'abuser d'une position dominante. L'angle d'attaque n'est pas non plus, vous le remarquez, tout à fait le même que chez Formé, qui lui était attaché aux formes classiques du débat savant, car les adversaires des encyclopédistes, ces anti-philosophes, n'hésitent pas à utiliser, eux, les mêmes outils que leurs ennemis. Théâtre, satire, pamphlets, dictionnaires, journaux. Par exemple, l'historien bénédictin Louis Mayol-Chaudon publie en 1767 un dictionnaire anti-philosophique. Vous voyez bien que c'est une réponse, évidemment, au dictionnaire philosophique de Voltaire, dans lequel il dénonce, je cite, « les charlatans de sagesse qui dressent des tréteaux », donc toujours cette métaphore, cette image, renvoie vraiment à l'image du charlatan sur ses tréteaux. Il dénonce les charlatans de sagesse qui dressent des tréteaux pour prêcher ce qu'il ne faudrait pas même dire à l'oreille. Ici, vous voyez, différents reproches se mêlent. Les encyclopédistes diffusent une philosophie fausse et dangereuse au lieu de la saine religion, mais en vérité, ils ne doivent pas être vraiment pris au sérieux, car au fond, ils veulent surtout attirer l'attention. Et c'est la citation que vous avez ici, toujours donc de Chaudon dans le dictionnaire antiphilosophique. Il y a peut-être de leur part plus de vanité que de malice, et plus d'envie de faire du bruit que du mal. Ce sont des charlatans présomptueux qui parleraient pour la religion s'ils croyaient attrouper la multitude. Vous voyez, l'inversion est complète. Les philosophes ne sont pas là pour éclairer le public, ils sont là pour attrouper la multitude, pour faire parler d'eux, et éventuellement pour vendre leurs livres. C'est un des régimes favoris de la critique antiphilosophique. Les encyclopédistes ne sont pas seulement en tout cas des idéologues, mais d'abord des hypocrites, opportunistes à la recherche de la célébrité. Si Voltaire est particulièrement et souvent attaqué, Diderot, lui, est une cible favorite de ses adversaires des philosophes, et il restera durablement pour les écrivains conservateurs comme l'incarnation du charlatan littéraire. En 1811, par exemple, le critique théâtral Julien-Louis Geoffroy, qui est une des figures de la réaction culturelle sous l'Empire, eh bien, Geoffroy se réjouissait, et pourquoi est-ce qu'il se réjouissait? Parce que le père de famille, donc grande pièce de Diderot, venait d'être repris sur les planches, sur scène, et elle avait été sifflée. Et il disait « Ah, ça c'est bien, c'est un signe encourageant du retour du bon goût et des idées saines. » Et il ajoutait, en se moquant de la réputation qui, à ses yeux, était totalement usurpée de Diderot, je cite, « Cet énergumène, commence bien, cet énergumène a, dit-on, écrit de belles pages, comme il arrive aux fous de faire de beaux rêves. Il a porté plus loin qu'aucun autre l'emphase et la jonglerie philosophique. Son siècle en fut la dupe parce qu'il eut le bonheur de naître dans le siècle des charlatans. » Voilà. Alors, le siècle des charlatans, eh bien, c'est le siècle des philosophes, celui où des individus aux idées bizarres, aux mœurs iconoclastes, pouvaient avoir du succès parce que le public, aux yeux de Geoffroy, bien sûr, écrivant en 1811, n'était plus guidé par la raison, mais par la folie, victime des jongleries philosophiques. Le terme jonglerie renvoie au sens propre à l'univers des spectacles de foire, et donc à celui originel du charlatan, mais aussi au sens figuré à l'art de la tromperie, et c'est un sens, jonglerie, pour parler de tromperie, qu'on trouve exactement au même moment, par exemple, chez Chateaubriand. Diderot est doublement charlatan. Sur le plan littéraire, son art dramatique est entaché du mauvais goût
des jongleurs de foire, et sur le plan philosophique, ces idées sont déraisonnables, juste bonnes à tromper provisoirement le public crédule. Voilà la fin du texte de Geoffroy, je cite. « Ce drame est tombé avec la philosophie qu'il avait mis en crédit. Nous avons reconnu par une funeste expérience que 40 ans de déclamation et de pathos sur la sensibilité, l'humanité, la bienfaisance n'avaient servi qu'à préparer les cœurs aux derniers excès de la barbarie. » Référence implicite, évidemment, vous l'avez noté, est à la terreur, considérée comme la conséquence directe de la philosophie du XVIIIe siècle. Ce ne sont plus seulement désormais les philosophes, avec leurs excès, leur éloquence, qui sont accusés de charlatanisme, c'est la philosophie elle-même qui est charlatane. Elle trompe le peuple en l'éloignant des idées saines, en lui faisant miroiter des droits illusoires, et elle ne leur apporte que la violence politique, comme les élixirs frelatés des faux médecins tuent plus qu'ils ne soignent. La critique du charlatanisme, ici, elle n'est plus simplement conservatrice ou satirique, comme chez Fréron et Palissot, elle est ouvertement réactionnaire. Et je rappelle au passage que le sens politique du terme réactionnaire date précisément de cette époque, comme l'a montré Jean Starobinski. Et vous voyez d'ailleurs que cette pensée réactionnaire réussit à transformer une philosophie humaniste de la sensibilité et des droits en préparation à la barbarie. C'est un ressort ancien et puissant de la rhétorique réactionnaire qui a été bien décrite par Albert Hirschman et qui, malheureusement, dont nous avons malheureusement de nombreux exemples encore aujourd'hui. Je reviens en amont de la Révolution. La critique du charlatanisme des philosophes n'est pas le monopole de leurs ennemis. En réalité, c'est là que ça devient encore plus intéressant, les philosophes, entre eux, s'accusent mutuellement de charlatanisme. Par exemple, le terme revient presque obsessionnellement dans les attaques de Voltaire contre Rousseau. Il le traite, allez, petit florilège, charlatan déclamateur qui se contredit à chaque page, charlatan trompeur et vain, charlatan sauvage, ou encore, il l'imagine en véritable charlatan, je cite, « Ainsi sur le Pont-Neuf, parmi les charlatans, l'échappée de Genève ameute les passants. Grimpé sur les tréteaux qui jadis dans Athènes avaient servi de loge aux chiens de Diogène. » Alors vous avez tout, parce que vous voyez, j'aurais presque pu terminer par là, parce qu'on a le Pont-Neuf, on a les tréteaux et on a Athènes, et comme scène originelle. Mais l'accusation de charlatanisme, ici, elle est associée à celle de cynisme, qui est un autre motif récurrent des attaques de Voltaire contre Rousseau, même si le bestiaire varie. Dans d'autres passages, il le traite plutôt de singe de Diogène. Alors l'idée est la même, la radicalité de Rousseau est présentée comme une affectation, son rejet du luxe et du confort est une comédie. Il se construit un personnage spectaculaire avec son manteau d'Arménien et sa toque de fourrure. La citation, c'est pour après. Ça, c'est pour vous montrer, donc portrait de Rousseau, justement, avec ce personnage spectaculaire. Et Voltaire n'est d'ailleurs pas le seul à accuser Rousseau de charlatanisme. Plusieurs traits de son attitude et de son style philosophique s'y prêtent, puisque Rousseau s'adresse justement directement au public et soutient des thèses apparemment paradoxales, comme la supériorité de la vie sauvage sur la vie civilisée. Il le fait avec éloquence, il n'hésite pas à se mettre en scène, à jouer de sa célébrité, à se présenter comme persécuté, seul contre tous. Et donc sa façon de construire un personnage public, atypique, immédiatement reconnaissable, peut susciter, c'est vrai, chez ses adversaires, le rapprochement avec les charlatans. Et lui-même, inversement, se vit comme le seul écrivain défendant la cause de la vérité et refusant toute tromperie, si bien qu'il utilise à son tour la critique du charlatanisme, et ceci dès le discours sur les sciences et les arts, en 1750, qui lance véritablement sa carrière. Il y écrit, cette fois en visant l'ensemble des philosophes, morts et vivants, cette fois c'est très général, que contiennent les écrits des philosophes les plus connus, quelles sont les leçons de ces amis de la sagesse, à les entendre, ne les prendrait-on pas pour une troupe de charlatans, criant chacun de son côté sur une place publique, « Venez à moi, c'est moi seul qui ne trompe pas ».
Et 10 ans plus tard, dans la lettre à l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, dans laquelle Rousseau se défend des accusations qui ont été lancées contre l'Émile et le contrat social, eh bien, il reprend cette comparaison, cette fois en visant plus particulièrement ses anciens amis avec lesquels il a désormais rompu. Je cite, « J'ai cherché la vérité dans les livres, je n'y ai trouvé que le mensonge et l'erreur, j'ai consulté les auteurs, il leur dit des horreurs, j'ai consulté les auteurs. Je crois que je vais être obligé de me confiner là, parce que j'ai consulté les auteurs, je n'ai trouvé que des charlatans qui se font un jeu de tromper les hommes, sans autre loi que leur intérêt, sans autre Dieu que leur réputation, prompts à décrier les chefs qui ne les traitent pas à leur gré, plus prompts à louer l'iniquité qui les paye. Alors, cette position de Rousseau, qui vise évidemment à proposer une autre figure d'écrivain, un auteur sensible, qui parle directement à ses lecteurs le langage du cœur et du sentiment. Annabel Temple-Smith a montré que, dans un article, a montré que cette opposition s'exprime, par exemple, dans les lettres morales que Rousseau a écrites en 1758 pour Sophie d'Houdetot, dont il était amoureux, et il présente celle-ci, il la présente comme un modèle séduisant de sagesse morale, une promesse féminine de bonheur privé, qu'il oppose au modèle, qui selon lui est un modèle masculin et public, du philosophe charlatan. D'un côté, donc, un langage presque intime du sentiment qui permet d'accéder à la vérité morale des cœurs, de l'autre, les raisonnements publics des philosophes qui sont autant de preuves de leur insincérité. Et alors, étonnamment, il arrive que Rousseau en vienne à s'accuser lui-même de charlatanerie. Par exemple, et vous allez voir, il y a une ruse, lorsqu'il avoue à Don Deschamps, dans une lettre, qu'il use d'une charlatanerie de transition pour relier dans ses écrits des propositions isolées dont les articulations ne sont pas logiquement évidentes. Il dit juste d'une charlatanerie de transition qui vous en impose tous les premiers à vous autres grands philosophes. Et donc, en réalité, sous couvert d'une autocritique, il s'agit pour Rousseau d'assumer une certaine façon d'écrire qui refuse la philosophie systématique des grands philosophes et ne doit donc pas être jugée selon les critères habituels de la cohérence argumentative, mais plutôt selon l'effet produit par chaque idée sur ses lecteurs et ses lectrices. Bon, alors à ce point, il me faudrait à moi aussi une petite charlatanerie de transition pour évoquer un des derniers textes que je souhaite commenter aujourd'hui, qui est un long poème intitulé « Le charlatanisme par lui-même », dont l'auteur, Joseph-Antoine Cerruti, est un personnage mineur, mais intrigant de la fin du XVIIIe siècle. Cerruti a commencé sa carrière au milieu des années 1760 en rédigeant des défenses des jésuites au moment où la compagnie de Jésus était interdite et supprimée, puis il s'est progressivement rapproché des encyclopédistes. Il a passé 15 ans en Hollande, puis il reprend une carrière littéraire parisienne dans les années 1780, avec notamment ce poème satirique sur le charlatanisme. Mais c'est la Révolution qui va lui permettre de jouer enfin un rôle de premier plan. Avant la réunion des États généraux, il publie une brochure en faveur du tiers-État, qui a beaucoup de succès, puis en 1790, il va fonder la Feuille villageoise, un journal dont l'ambition est de diffuser les idées de la Révolution et les travaux de l'Assemblée constituante. C'est un exemple très intéressant, je n'ai pas le temps de développer, mais parce que vous voyez un auteur qui est plutôt du côté qu'un défenseur des jésuites au tout début de sa carrière et qui va être vraiment, au moment de sa mort en 1792, il est salué comme le philosophe patriote. Son poème du charlatanisme est une sorte d'histoire ironique de la tromperie intellectuelle. Et le poème commence ainsi, ce n'est pas la citation que vous avez là, on y vient après. « Je suis le bâtard de la fable, et j'ai fait fortune en chemin, de moi sort la race innombrable qui trompe en 100 façons le pauvre genre humain. J'ai le ton emphatique avec un air capable, j'excelle au tour d'esprit, j'excelle au tour de main. » D'emblée, le charlatanisme est décrit donc comme un art de l'imposture, de la tromperie, un mélange d'emphase et d'aplomb,
de sophistication rhétorique et de don pour la prestidigitation. Tour d'esprit, tour de main. Mais le charlatanisme, loin d'être renvoyé au passé obscur de la superstition, balayé par les succès de la philosophie et des Lumières, est plus puissant que jamais, car il y a 1000 façons d'être trompé. Et on suit alors l'histoire du charlatanisme, racontée à la première personne, comme s'il s'agissait d'un personnage mythologique décrivant ses différents avatars. L'histoire commence en Égypte, avec les philosophies occultes, puis en Grèce, avec les oracles et les pythis, mais aussi avec les sophistes, puis auprès des prêtres romains, ou encore à Médine, auprès de Mahomet. Jusque-là, l'histoire du charlatanisme est essentiellement donc celle de l'imposture religieuse. Mais avec le XVIIIe siècle, le charlatanisme, loin de disparaître, se réinvente, plus puissant que jamais, sous la forme, cette fois, de courants intellectuels et idéologiques qui sont à la modernité, avides de nouveautés savantes, ce que les sectes religieuses étaient au monde ancien. Voici un passage décisif qui montre que le charlatanisme a muté, passant de l'attrait du surnaturel au désir de nouveautés intellectuelles. Ça, c'est un point très très important. Ce qui attire, ce n'est plus seulement le surnaturel ou le mystère religieux, c'est le besoin de nouveautés littéraires ou intellectuelles. J'ai l'esprit de chaque royaume, changeant selon les siècles et selon les pays, je m'en vais, débitant des reliques à Rome et des nouveautés à Paris. Autrefois moliniste, ensuite janséniste, puis encyclopédiste, et puis économiste, à présent mesmériste, attendant qu'un autre iste enfle bientôt ma liste. Je reparais sans cesse avec des noms nouveaux et ne fais que changer de place et de tréteau. Alors, comme vous le voyez, la métaphore du charlatanisme littéraire, qui pouvait sembler devenir un peu abstraite, voire arbitraire, simple synonyme de l'imposture intellectuelle, est ici remotivée, comme diraient les linguistes, c'est-à-dire au sens où les éléments concrets qui renvoient au monde du charlatanisme théâtral et médical sont explicitement présents avec les tréteaux sur la place publique. Par ailleurs, à ma connaissance, c'est une des premières critiques de la multiplication des ismes et des istes, dénoncée ici comme une reprise sur le terrain littéraire de l'affrontement religieux de la première modernité. Dans le vocabulaire du XVIIIe siècle, le terme qui est souvent employé pour désigner les effets de cohésion idéologique et personnelle est celui de coterie, qui insiste plutôt sur les liens interpersonnels, et surtout celui de secte, qui trace lui aussi une continuité entre le langage religieux et celui des modes intellectuels qui se suivent et se succèdent et dont le seul effet est de tromper le peuple avec des remèdes nouveaux, mais les mêmes méthodes et la même efficacité. Enfin, dernière remarque, malgré les sympathies de Cerruti à l'égard des philosophes, et notamment de Voltaire, dont il fait l'éloge quelques lignes plus loin, les encyclopédistes apparaissent sur le même plan que les jansénistes et les mesméristes, donc comme une secte de charlatans. Alors, la critique de Cerruti, d'une certaine manière, elle reste satirique, peu dangereuse. Il s'agit de se moquer des effets de mode intellectuels, de la crédulité aussi du public, et notamment des Parisiens, qui s'attroupent comme des badauds devant le premier charlatan littéraire venu. Quelques années plus tard, en revanche, au début de la Révolution, une attaque bien plus violente est portée contre les philosophes et plus largement contre les savants les plus reconnus, membres des différentes académies. Il s'agit d'un pamphlet de Jean-Paul Marat, que j'ai déjà évoqué très rapidement, qui s'appelle « Les charlatans modernes », publié en 1791, dans le contexte d'une discussion sur les académies et sur la disparition des académies. Marat renverse l'accusation de charlatanisme dont lui-même avait eu à souffrir. Les véritables charlatans, dit-il, sont les académiciens, ceux comme Condorcet, qui s'appuient sur le jargon scientifique et sur le savoir hyper spécialisé pour asseoir une autorité que les personnes ordinaires n'osent plus questionner. Les savants ont si souvent gâté le jugement des amateurs en les accoutumant au merveilleux et un jargon vide de sens, plus un ouvrage est inintelligible, plus il est en possession de plaire. Voilà ce qu'il écrit. Donc, contre le savoir scientifique et ses propres formes de légitimation, langage spécialisé,
académie. Eh bien, Marat, lui, brandit le sens commun, dans un geste populiste promis un long avenir. Ici, le charlatanisme ne désigne plus le savant sans reconnaissance de ses pairs qui séduit le public par des effets rhétoriques, mais au contraire, celui qui utilise son autorité académique et un langage spécialisé pour en imposer au public. Alors, arrivé à ce stade, nous pourrions avoir l'impression que l'accusation de charlatanisme est tellement répandue, tellement diffuse, qu'elle a fini par perdre sa spécificité, qu'elle sert simplement à désigner de façon polémique un adversaire intellectuel. Et de fait, la critique, vous l'avez vu, semble porter sur des défauts opposés. Le charlatan est tantôt l'écrivain qui publie trop, qui simplifie à l'excès des matières complexes qu'il ne maîtrise pas, bref, l'ancêtre de l'intellectuel médiatique de notre temps. Tantôt, à l'inverse, il désigne le savant obscur que l'on ne comprend pas, qui n'écrit que pour les initiés et qui cherche à impressionner les naïfs avec un style abscon et empoulé. De même, le charlatan est parfois celui qui croit avoir raison seul contre tous, parfois, au contraire, les charlatans sont accusés de fonctionner comme un collectif trop bien soudé, se couvrant d'éloges réciproques et interdisant toute critique, ou encore de s'appuyer sur une autorité institutionnelle pour imposer leurs idées. Et pourtant, on voit bien ce que toutes ces accusations, malgré leur apparent brouillage, ce que toutes ces accusations, au fond, ont en commun. Elles visent des effets d'autorité illégitimes, une séduction qui s'exerce sur le public, qui vise à le tromper, soit par un style trop littéraire, soit par une sophistication artificielle, soit encore par des pratiques sectaires, soit encore par la recherche de la célébrité. Dans tous les cas, on trouve cette idée que les charlatans font un usage abusif et trompeur des mots. Et on voit bien que si la figure du charlatan, comédien et vendeur de remèdes sur les tréteaux, reste si efficace, ou du moins si souvent utilisée dans un contexte polémique, c'est qu'elle permet de pointer ce que j'appellerais un rapport déréglé au public. Dès lors que la République des lettres, c'est-à-dire le monde des universités, des académies et des réseaux de savants, n'est plus l'espace unique, ni même l'espace privilégié de diffusion du savoir, le danger du charlatanisme devient omniprésent. Et c'est la mutation essentielle qui s'est produite à la fin du XVIIe siècle. La question portait désormais sur le rapport entre la légitimité acquise auprès des pairs dans l'espace savant et la reconnaissance obtenue auprès du public. Et le paradoxe est évident. C'est une figure apparemment archaïque, celui du bonimenteur de foire, qui est mobilisée pour décrire les dangers liés à la modernité intellectuelle et éditoriale. C'est que le public est à la fois devenu le destinataire légitime du savoir, du moins pour les philosophes acquis au projet des Lumières, ou pour les savants réformateurs, et en même temps une entité sociale mal définie dont le jugement ne suscite aucune confiance. Chacun soupçonne ce public d'être facilement trompé, d'être une proie vulnérable pour les charlatans. On pourrait dire alors que le charlatanisme révèle une contradiction flagrante au sein du discours des Lumières, puisqu'il s'agit à la fois d'éclairer le public afin de permettre à chacun de penser par soi-même, mais que ce même public est perçu comme crédule et manipulable. Alors dès lors, et je vais conclure, pour élargir un peu le propos, je propose de retenir comme une sorte de conclusion provisoire donc, que la critique des charlatans se déploie selon trois registres assez différents que nous avons croisés pendant ces séances. La première critique, je dirais qu'elle est juridique. Le charlatan, c'est celui qui exerce illégalement, sans en avoir le titre ou la compétence. C'était déjà l'objet de l'édit de Marly en 1707, de même que des récriminations des corporations. Ce sera plus net encore avec la loi de 1803 qui fait de l'exercice illégal de la médecine une infraction et celle de 1892 qui la constitue en délit pénal. Donc le charlatan, c'est celui qui exerce en dehors des cadres légaux, qui n'a pas
le droit d'exercer. Deuxième critique, elle est indissociablement épistémologique et éthique. Le charlatan, c'est celui qui ne respecte pas les normes de la pratique et de l'intégrité scientifique, et dont les résultats, par conséquent, sont invalides, faussés, ineptes, ou pire encore, dangereux. C'est le mauvais médecin, ou par excellence, le mauvais savant, quels que soient par ailleurs ses titres et ses diplômes. Enfin, la troisième critique est politique. Le charlatan, c'est celui qui utilise son autorité, son titre, sa notoriété ou son pouvoir pour imposer des idées, des théories et pour faire taire ses adversaires. Alors pour autant, beaucoup de questions restent en suspens. Nous n'en avons pas fini, loin de là. Nous n'avons même pas abordé cette année quasiment le grand dossier du mesmérisme, auquel je consacrerai plusieurs séances l'an prochain. C'est un dossier tellement important qu'il faut prendre le temps de le déployer, car son grand avantage, c'est qu'il permet, vous le verrez l'année prochaine, de penser les rapports entre preuve et publicité dans le domaine scientifique, mais aussi les effets de l'imagination en matière médicale. Je voudrais aussi approfondir l'an prochain des thèmes que nous avons croisés cette année sans suffisamment nous appesantir, la question du secret, celle de l'imposture, celle encore des usages du surnaturel et du merveilleux, et il nous faudra aussi traiter la question du charlatanisme politique pendant la Révolution et la poursuivre peut-être jusqu'à nos jours. Alors nous verrons tout cela l'année prochaine, mais d'ici là, je vous donne rendez-vous les 4 et 5 juin, ici même, pour un colloque que j'organise avec Sylvia Sebastiani et Stéphane Vandamme sur le thème « À qui appartient la science des Lumières ?» Le thème, évidemment, le titre fait référence à la phrase de Voltaire que j'ai rappelée tout à l'heure, « La science est un bien qui appartient à tout le monde ». Il s'agira de faire un bilan des recherches récentes en histoire des sciences sur le XVIIIe siècle avec de nombreux invités et, entre autres réjouissances, une conférence plénière du grand historien britannique Simon Schaffer. La science appartient à tout le monde, ce pourrait être une autre devise du Collège de France, et donc à ce colloque, vous êtes, comme d'habitude, chaleureusement conviés, et d'ici là, méfiez-vous des charlatans.